Bonsoir, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Et alors, l'actualité culturelle de ces 15 derniers jours. Avec moi autour de la table, Léonie. Bonsoir Léonie. Bonsoir à tous. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Elmina. Bonsoir. Et bonsoir Florent. Bonsoir à toutes et tous. Au programme, dans une deuxième partie, les chroniques de nos chroniqueuses. On parlera dans une première partie de Astérix. Et on va tout de suite commencer avec le blockbuster du moment. Nous n'avons plus aucun héros sur qui compter. Mais quelqu'un va bien devoir nous protéger. Je vous présente un être invincible, plus fort que tous les Avengers réunis, et qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Pourquoi un dieu devrait recevoir des ordres de qui que ce soit? Peut-être qu'il faut que je vous montre ce dont je suis capable. Sentry est devenu incontrôlable et dangereux. Les Avengers ne sont plus là et personne d'autre viendra nous sauver. C'est peut-être à nous de le faire. Nous? Attends, t'es sérieux? Ouais, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Thunderbolt, donc le nouvel épisode des écuries Marvel. Florent, tu nous fais le pitch? Ouais, donc le pitch, ça va être assez simple, puisque comme tout film Marvel, on va suivre des super-héros. Voilà, c'est un film de super-héros. Ils sont un peu spéciaux, c'est plus des anti-héros cette fois-ci. On va s'attarder donc à des personnes un peu plus communes, qui n'ont pas de pouvoir, qui utilisent plutôt des gadgets et qui vont être réunis pour affronter une sorte de cobaye qui est censé donc être le plus fort de leur univers. Donc ils vont s'allier pour combattre cette chose, et donc ça va être intéressant parce que ça va être non seulement un combat donc contre eux-mêmes, c'est-à-dire ils vont devoir affronter leur passé et leur traumatisme, mais ça va être aussi un combat contre donc cette entité qui s'appelle le néant. Super, merci Florent. Léonie, tu as vu le film, tu en as pensé quoi? Alors perso, pour moi, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié le méchant parce qu'on rentre beaucoup plus dans une psychologie un peu plus compliquée. Vraiment, ce côté du vide et du néant, ça m'a un peu perturbée et je trouve ça très intéressant que Marvel est parti plus sur ce terrain-là psychologique. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Elmina? Moi, je suis d'accord, justement, j'ai bien aimé le méchant et limite, j'ai trouvé que on n'avait pas l'impression que c'était un méchant parce que on compatit énormément pour lui et au début, moi au début, je m'étais pas forcément douté que c'était un méchant et oui, le fait qu'il ait été gentil avec les anti-héros, on se disait que entre guillemets, ça allait être facile parce que c'était vraiment psychologique en fait et que ça allait être facile de le refaire passer du bon côté parce qu'il se faisait juste manipuler. Et pour moi, la personne qui était méchante, c'était la personne de la femme. Valentina. Ouais, Valentina. Là, à mon avis, on voit que le flou, ça a réussi à Marvel. Parce qu'il y a un flou dans la caractérisation des personnages, dans le scénario. Donc, qui est méchant, qui est vraiment gentil, on ne sait pas. Et ce flou-là, ça a fait un bon film, en tout cas bien meilleur que le dernier, où tout était bien caractérisé et où c'était un échec total, quoi. Tu parlais du méchant, là on est empathique avec le méchant. Dans Captain America 4, le méchant, il était à se flinguer, quoi. Kiwi, je ne t'ai pas donné la parole. Qu'as-tu pensé du film, dis-moi? Moi, c'est vrai que ça fait un moment que j'avais déconnecté totalement avec les Marvel, donc j'en ai pas regardé. Le dernier, ça devait être il y a 3 ans. Et là, j'ai vraiment reconnecté. L'humour m'a fait du bien. J'avais un peu abandonné Marvel pour ça, et justement, je trouvais ça hyper drôle, le côté le père russe qui, à chaque fois, a des interventions hyper drôles. J'ai trouvé. Au début, il m'agaçait un peu, mais à la fin, j'ai vraiment trouvé son côté très touchant. Puis la relation qu'il a avec sa fille, qui est montrée dans le film, qui était assez touchante. Puis le méchant, comme vous dites, je l'ai pas vraiment perçu comme un méchant non plus. C'était vraiment Valentina pour moi, la méchante dans le film. Et même elle, je la trouve qu'elle n'est pas vraiment méchante, quoi. Elle est juste opportuniste et elle veut sa carrière, quoi. Et il y a vraiment un flou pour moi dans le film. Elle remplace un peu Robert Downey Jr., j'ai l'impression. Iron Man, pardon, j'arrivais plus à retrouver le personnage. J'ai l'impression qu'elle remplaçait un peu son rôle là de
pas forcément grand méchant, mais de personnage, très riche qui doit, gouverner sur la ville. Comme elle reprend la tour des Avengers, j'ai l'impression que ça remplissait un peu ce rôle-là. Florent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, pour rebondir un peu sur ce personnage de Valentina, ce que je trouvais plutôt pertinent, c'est d'avoir aussi un peu une parcelle de son passé, puisque en fait, tous les persos ont un petit développement, et j'ai trouvé que ça faisait vraiment une force au film, puisque ça a une importance de connaître un peu le passé des personnages, dont celui de Valentina. Alors, c'est pas le plus, voilà, c'est pas le plus exceptionnel, le plus inattendu, mais ça a le mérite d'être là, et on comprend un peu plus ses motivations. Même si voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, on a quand même le mérite d'apprendre ces choses-là. Ouais. Après, elle était apparue toujours dans les séries Marvel, diffusées sur Disney+, en guest star, on va dire, dans les scènes de post-générique. Et le personnage était intéressant dans ces scènes-là, et ça fait du bien, ouais, de le voir un peu plus développé dans le film. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce que justement, il est fou, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé l'assistante de Valentina où, tout le long du film, on sait pas vraiment de quel côté elle va finir, j'avais trouvé que le film nourrit beaucoup cette attente-là de est-ce qu'elle va se diriger plutôt vers les gentils, vers les méchants? Quelle est sa psyché? Quel est son parcours à elle? J'ai beaucoup aimé ce détail-là du film. Non, moi justement, j'ai trouvé que c'était un peu une déception, moi, ce personnage. Puisque, au final, j'ai pas trop compris vers où on voulait aller avec ce personnage et il n'y a pas vraiment une conclusion. Et c'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait un potentiel. Donc moi, j'ai pas vraiment le même ressenti vis-à-vis de ce personnage. Après, si on parle de l'équipe, du coup, des Thunderbolts, moi, j'ai pas du tout compris pourquoi ils ont tué un perso au bout de 10 minutes de film. Surtout que j'ai vu que dans d'autres versions du scénar, il devait avoir une place grave importante dans l'équipe. Et donc, je trouvais ça trop dommage de rappeler un perso aussi important pour au bout de 5 minutes le tuer. Il s'appelle Time Maker ou un truc comme ça, si j'ai dit. Taskmaster. Ok, Taskmaster, et du coup, je trouvais ça un peu dommage de le tuer comme ça en 5 minutes. Ouais, mais ça, c'est le marketing. Ouais, Tout simplement. personnage purement marketing, hein. Ouais. Non, c'est une décision marketing. C'est parce que le réalisateur voulait à tout prix donner le sentiment au public que tout pouvait arriver pendant ce film. Donc, ils ont buté un des personnages pendant les 10 premières minutes. Et effectivement, aux grandes dames de l'intrigue, parce que le scénario était... ce qui était prévu dans le scénario originel était plutôt pas mal. On a lu, je pense, le même article. C'est dommage, mais voilà. Ok, on n'a pas abordé un autre sujet, c'est le sujet de la réalisation. Est-ce que vous avez vu une continuité dans ce qui se fait jusqu'à maintenant ou pas, Florent? Alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses très créatives dans la réalisation. Le problème, c'est que ça a pas duré longtemps, sur la durée du film, c'est ça que je veux dire. C'est qu'au début, on a cette scène où on a, tu sais, la vue du dessus avec les ombres. J'ai trouvé ça vraiment ingénieux et je me suis dit, putain, s'il y a vraiment des idées comme ça tout le long du film, ça va vraiment être bien. Et au final, je trouve que on s'en est éloigné petit à petit et je trouve ça un petit peu dommage. Pareil pour la photographie, je l'ai trouvée pas super intéressante, très terne, et pas vraiment, avec pas vraiment d'identité, mais ça m'a pas non plus dérangé que ça. La musique, pareil, je l'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment porté une oreille attentive dessus, même si elle fonctionne très bien. Et puis pour finir, je dirais que la direction de casting, donc l'acting, est plutôt bon puisque l'alchimie entre tous les personnages est excellente. Donc vraiment là-dessus, rien à dire. Pour dire aussi que ce que je trouve à la fois cool, à la fois un peu dommage, c'est un peu le côté fan service qui revient pas mal dans le sens où encore une bataille à New York. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une ville aux États-Unis. Et le côté aussi ref oral, par exemple, l'ancien Captain America qui va dire sur ta gauche, en référence avec toutes les anciennes phrases des Captain America. Je trouve qu'à la fois c'est cool, mais à la fois c'est un peu lassant. Il faudrait pouvoir se renouveler et faire justement de nouvelles rêves que toujours les mêmes choses, les mêmes endroits. Ouais, et ben à ce sujet-là, je vous invite à lire Foreverism de Grafton Tanner, qui explique pourquoi on fait ces références-là dans les films. C'est un livre qui est édité aux éditions Façonnage. J'en parle depuis 15 jours, je suis désolé. Et il fera partie d'une nouvelle émission d'ailleurs qui a démarré juste avant la nôtre, qui s'appelle Fuck Bookstagram et dont on va reparler un peu plus tard. Florent, tu veux conclure? Pour conclure, en vrai, allez voir le film, même si vous n'êtes pas vraiment intéressé par l'univers Marvel, ce qui est relativement mon cas. Moi, je suis pas un grand consommateur de films Marvel et pourtant, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Donc, je recommande. Et même les fans de Marvel, je pense, peuvent apprécier.
Bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite avec une série animée et on écoute la bande annonce tout de suite. Ça, c'est du poisson-chat, ça. Non, pardon, c'est une dorade, autant pour moi. Mais ordre alphabétique, t'es sûr qu'ils sont frais, tes poissons, là? Tu plaisantes. Je les ai ramassés sur la plage la semaine dernière et j'ai respecté la chaîne du tiède. Ah non, tu peux y aller les yeux fermés. Il y a beaucoup de mouches, hein, quand même. Ah non, mais ça, je te les compte pas. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes? Bah non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non, mais Metadata, ça va pas, non? On va pas dire ça à César. Tu veux qu'il nous jette au lion ou quoi? Ave César, pour ton triomphe, nous avons pensé... Astérix, le combat des chefs, une série animée d'Alain Chabat qui passe sur Netflix. Kiwi, tu nous fais le pitch? Tout à fait. Alors, Astérix Obélix, cette fois-ci, on va suivre le personnage de Metadata du côté des Romains, qui va avoir une nouvelle idée, c'est d'invoquer la règle du combat des chefs chez les Gaulois, c'est-à-dire qu'un chef d'une tribu gauloise va combattre un autre chef, notre chef qu'on connaît tous, Abracurcix, de la tribu de nos irréductibles Gaulois. Et donc on suit le village à travers cette épopée, où les Romains vont venir juste à côté de leur village pour ce combat incroyable que l'on attend tout au long de la série, au long des 5 épisodes. Léonie, tu as vu la série, tu en as pensé quoi? Alors, je trouve que cette série nous montre quand même à quel point Alain Chabat, c'est vraiment ce qu'il fait et c'est vraiment gérer l'univers d'Astérix. Parce que, comme on a pu voir, les derniers live-action d'Astérix sont plus ou moins réussis. Et on voit vraiment que tout ce qui est dessin animé marche beaucoup mieux, pardon. Et que vraiment, il y a une image incroyable avec plein d'images différentes. Enfin, il y a tellement de couleurs, il y a tellement de trucs à dire que je sais plus quoi dire et je me perds un peu dans mes mots. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est de la bonne 3D. C'est pas de la 3D qu'on voit sur TF1 ou France 2 pour ceux qui ont des gosses, pour ceux qui ont des enfants, pardon, et qui regardent ce genre de dessin animé en 3D, où c'est une catastrophe d'animation et c'est des couleurs dégueulasses. Là, on est sur la bonne 3D. Elle ressemble un petit peu à la bande dessinée. C'est une 3D bien dessinée, hein, bien travaillée. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et il y a plein de trouvailles dans l'animation qui rappellent aussi les albums de bande dessinée pour ceux qui les ont lus. Camille, sur la série en elle-même, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? J'ai vraiment adoré le fait qu'il y ait à la fois toutes les références de la BD, enfin pas toutes, mais qu'on retrouve vraiment l'univers de la BD comparé à tous les autres films qu'il y a déjà eu d'Astérix et Obélix, et en même temps on retrouve vraiment l'univers de Chabat qu'il a laissé dans ses autres films aussi. Enfin, c'est un mélange parfait des deux, je l'ai trouvé, et ce qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est le casting. Je n'ai reconnu aucune voix. Alors que c'est des acteurs, ils sont tous très connus, mais je n'ai reconnu absolument aucune voix. Je sais pas pour vous. Pareil, je n'ai reconnu que Thierry Lhermitte dans Panneau Ramix, et j'ai mis du temps à comprendre qu'Astérix c'était Alain Chabat. Alors j'ai une question. Est-ce que c'est une bonne chose du coup ou pas? Bah oui, parce que justement, on reconnaît pas les voix. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'ils jouent vraiment le personnage et que c'est pas eux. En général, on fait une voix pour l'acteur et pas pour le personnage. Et là, du coup, on n'a pas l'acteur en tête, on a vraiment le personnage. C'est vraiment une très bonne série et l'écriture est vraiment géniale, hein. Tu rigoles à chaque épisode, il y a plein de références pour les adultes comme pour les enfants. C'est vraiment une très très bonne série. Et je fais une petite parenthèse, on parlera de Mission Cléopâtre, le film d'Alain Chabat, dans l'Instant Culte qui est diffusé le dimanche 1er juin à 18h. Donc on reviendra sur le génie d'Alain Chabat dans le cadre de cette émission. Léonie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Dans un premier temps, c'était pour revenir sur les voix, parce qu'en fait, j'avais vu avant qui faisait quelle voix, et après, dans la série, je me suis perdue, et j'arrivais pas à reconnaître les voix. Donc vraiment, à quel point ça nous montre, comme on l'a dit avant, à quel point ils sont forts, et ils ont vraiment réussi à bien interpréter ces personnages. Sinon, je trouve que au niveau des refs, vraiment, elles étaient grave subtiles, soit sur le travail de Chabat, à un moment, on entend la voix du Burger Quiz, qu'ils faisaient à l'époque, où il y a plein de refs aussi de pop culture, il y a la scène dans Avenger It Game, il y a plein d'autres scènes, bon j'ai oublié parce qu'il y en avait tellement, mais je trouve ça vraiment cool parce que c'était bien fait et c'était pas lourd dans la série. Ouais, exactement. Il a pas mis des gros sabots à ses mains pour écrire les blagues. Non, c'est vraiment une très très bonne série, hein.
Kiwi, est-ce que tu veux conclure? Bah, j'ai adoré les références comme tu disais et je sais pas si vous avez vu celle aux As de la jungle qui était vraiment très petite. Mais je Ah. l'ai adorée, je l'ai trouvée super drôle. Elmina, est-ce que tu veux réagir à tout ce qu'on a dit? Bah, je suis pas trop une adepte en soi de Astérix. Enfin, je pense que j'ai peut-être dû en voir un, mais j'ai pas tellement de souvenirs. Mais en tout cas, enfin, justement, vu que c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup, je me suis dit que j'allais pas regarder forcément la série sur Netflix. Mais en vrai, enfin, tous vos avis, ça m'a un peu donné envie de regarder. Enfin, ça a l'air bien fait, donc je me dis pourquoi pas. Mais elle est surtout drôle. Vraiment, la série est vraiment drôle. Quand tu dis que tu n'es pas une adepte, tu n'es pas une adepte de la bande dessinée ou des live-action qui ont été faits après? Je lis pas trop de bandes dessinées dans tous les cas. Et sinon, oui, c'est les adaptations en film en fait que j'ai pas trop. Enfin, j'ai pas vraiment suivi en fait. Ok, d'accord. Super, voilà qui conclut cette première partie consacrée aux dernières sorties de ces 15 derniers jours. On passe aux chroniques et on démarre avec Léonie. Léonie, la parole est à toi. Dame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors donc, moi je vais vous parler des quelques sorties qui m'intriguent et qui m'intéressent pour la semaine prochaine, donc pour le 21 mai. Donc nous avons Lilo et Stitch, l'avant-dernier live action de Disney, parce que suite aux nombreuses polémiques de Blanche-Neige, ils ont donc arrêté cette programmation des live action. Donc étant quand même fan de Disney depuis toute petite, j'aurais bien voulu voir qu'est-ce que vont donner les live action. À la fois, ça m'intéresse beaucoup, mais à la fois, j'ai très peur d'être déçue. Donc, j'aimerais bien entendre votre avis. J'avoue que j'avais vu des images de Lilo et Stitch et j'avais un peu peur de Stitch. Enfin, la manière dont ils l'ont représenté en live action, ça me fait un peu peur, je t'avoue. Alors, pour vous dire la vérité, moi je suis pas très fan des live-action Disney. Hein. J'avais pas vu un bon de ce que j'ai vu. Et Lilo et Stitch, ça me donne pas du tout envie. Florent, est-ce que tu veux réagir? Non, moi, les live action de manière générale, ça me terrorise. C'est pas trop ma cam. Elmina? Moi, j'ai pas vu le film, mais je pense pas que ça me tente tellement. Enfin, si on fait la comparaison avec Astérix, par exemple, qui a l'air plus sympa à regarder. Ouais, je pense comme toi, Elmina. Léonie, est-ce que tu veux conclure ou est-ce que tu as un deuxième film à nous proposer ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et sinon, toujours le 21 mai, vous avez Mission Impossible. J'ai oublié le nom, il est beaucoup trop long. Mais du coup, qui serait normalement le dernier Mission Impossible. Je suis pas forcément très fan de cette saga. Enfin, j'en ai quasiment pas vu ou très peu. Mais je me dis, peut-être aller voir le 8 pour voir comment ça conclut. Et j'espère que c'est vraiment le dernier parce que j'aime pas quand des films ou des sagas s'étirent trop alors qu'à mon avis, il y a peut-être plus vraiment de matière à exploiter. Ouais. Alors, moi, je vais foncer le voir dès le premier jour parce que je suis fan de Tom Cruise. Florent, est-ce que tu iras voir Mission Impossible? C'est possible, c'est possible. Je connais pas du tout cet univers-là, mais honnêtement, ça me fait un peu de l'œil. Enfin, j'aimerais bien voir ce que ça donne en termes de conclusion, tout simplement, et voir si ça me donne envie surtout de voir les précédents. Les précédents, franchement, ils sont bien. Il faut juste éviter le 2 qui est effrayant, terrifiant d'absurdité et de. Enfin, c'est un très mauvais film. Parfait, merci Léonie. On se retrouve dans 15 jours. Florent, c'est l'heure de ta chronique. C'est à toi. T'as vu quoi? Hein? Qu'as-tu vu? Alors, cette semaine, dans la chronique Résonance, je vais vous emmener en Chine. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un film sorti en 2022 par le réalisateur Win-Jun Lee, j'espère ne pas écorcher son nom, et il s'agit de Return to Dust, le retour des hirondelles en français. Ici, on va suivre l'histoire de deux personnages laissés pour compte, mariés par convenance, dans une Chine rurale, contemporaine, très reculée. Ici, donc moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on est loin d'un drame classique, puisqu'il s'agit d'un drame. Il n'y a pas de faux semblants, tout est dans le geste, le regard et même la poussière. Le réalisateur ici, il filme le réel vraiment sans apparence trompeuse. Il filme la terre, la solitude, la fatigue et la tendresse, même à travers la relation entre les deux protagonistes. Et tout ça sans exagérer ou même tricher. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment une force dans ce film.
Ce long métrage, il a beaucoup surpris par son succès inattendu en Chine, avant d'être censuré. Alors c'est assez ironique parce que ici, le propos principal, c'est vraiment l'isolation des populations rurales. Et donc ici, ça a été censuré un peu comme si ça voulait, un peu comme s'il montrait une réalité que certains préféraient ignorer. Donc voilà, ça a fait pas mal parler. Et donc moi, c'est vraiment un film que je vous conseille parce que l'image est vraiment très belle, l'histoire est prenante et le rythme est plutôt bon, donc foncez voir. Return to Dust. Et tu peux nous rappeler le réalisateur? C'est Ruijun Lee. Ça a l'air très contemplatif, hein. C'est un peu Terrence Malick, c'est un peu prise de tête comme Terrence Malick ou c'est de toute façon, le scénario? Alors ouais, le scénario il est souvent mis de côté dans ce genre de film puisque ça prône plutôt une ambiance et là ici ça pointe du doigt plutôt une idée. Donc le scénario voilà c'est pas le truc principal. Mais dans cette chronique en général je vais plutôt parler de choses contemplatives. Ok, super. Tu fais bien de me le préciser, parce que je vais poser chaque fois la même question. Comme ça, c'est dit. Merci Florent. On se retrouve dans 15 jours, pareil, pour ta chronique Résonance. Et on passe au Webtoon. Webtoon, je suis fan. Tu m'as rendu fan, Kiwi. Dès que j'ai un moment, j'allume l'application. Merci. Un truc de plus maintenant. Allez, hop. On te laisse la parole. Allez, en avant. Chouette. Tu lis quoi, toi? Et aujourd'hui, c'est un webtoon français que je vous propose parce qu'ils sont chers à mon cœur. Le Grand Retournement, c'est le nom du webtoon. C'est un webtoon de catastrophe naturelle, mais pas politique, attention. Lié au nom, le Grand Retournement. Ouais, j'allais y venir. On pourrait croire. Mais non. Imaginez l'apocalypse, c'est bien beau, on a l'habitude, mais qu'est-ce qui se passerait si la gravité s'inversait? La catastrophe, tout le monde tomberait, de l'autre côté évidemment. Et c'est la question à laquelle va répondre ce webtoon aux éditions Dupuis, signé par Mr. Box, le nom du dessinateur, sur les réseaux sociaux. Je vous propose de retrouver Otto, le nom du personnage principal, tous les samedis, pour cette étrange fin de l'humanité à l'envers. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est toujours des scénarios à laquelle on ne s'y attend pas, quoi. C'est énorme comme truc. Il y a une vraie originalité dans les webtoons, je trouve. Léonie, Florent, Elmina, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que vous voulez rebondir sur ça ou pas? Ouais. Non, mais c'est vraiment très intéressant ce qu'elle nous explique. Peut-être je vais mettre à webtoon du coup grâce à ça. Ouais, tu vois, je le connaissais pas et je m'y suis mis grâce à la chronique de Kiwi. Et vraiment, je te conseille parce que ça se lit vite dans les transports en commun et quand t'as un moment et c'est toujours bien, quoi. Bon, sauf les trucs romances bizarroïdes. Oui. Florent, je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non, moi j'ai plus l'habitude des mangas, mais les webtoons, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté. Ça m'intéressait pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai développement autour et les scénarios sont de plus en plus aboutis, j'ai l'impression. Donc je vais peut-être m'y remettre. Et ça conclut le Et alors de cette semaine. Je vous remercie beaucoup tous les quatre d'y avoir participé. Et on va se retrouver dans 15 jours. Mais avant de terminer, quelques mots sur le programme qui va arriver sur Radioverse et sur la nuit du dimanche. Ce dimanche, justement, à 18h, l'Instant Culte est consacré au film et réalisé par Alain Chabat avec les Robins des Bois, dont le titre est imprononçable, ou R, comme vous voulez. Donc on décortique ce film avec Florent et James. Soyez au rendez-vous. Je parlais tout à l'heure d'une nouvelle émission. Elle a démarré tout à l'heure à 17h30 sur YouTube. Et vous avez aussi la transcription audio sur notre web radio. Donc ça s'appelle Fuck Bookstagram. Oui, j'ai bien dit Fuck Bookstagram. C'est une émission de recension de livres et d'interviews d'auteurs et d'autrices. Le premier numéro est consacré à Didier Lestrade pour son livre Mémoire aux éditions Stock. Il y a une excellente interview de Didier Lestrade qui arrive. J'ai parlé avec lui pendant 3 heures. C'est quelqu'un que moi j'admire totalement, donc je vous invite vraiment à aller écouter l'interview dès qu'elle ressortira. Je vais vous en parler longtemps. Donc n'hésitez pas à aller écouter la recension de son livre sur YouTube et à partager la vidéo. Et puis c'est tout. D'ici là, je vous dis à dans 15 jours. Bonne semaine à tout le monde et bye bye. Au revoir. Bonne soirée.